Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous pour cette journée sur l'épuisement des terres, sur la qualité des sols et des ressources foncières, donc organisée dans le cadre de la Semaine des transitions de l'Université de Lille. Et c'est la deuxième édition de cette Semaine des transitions. Et donc, voilà, c'est ma petite partie promotion de l'université. Donc, c'est pendant une semaine. Toutes les équipes sur plein de thématiques disciplinaires, enfin voilà, différentes approches se questionnent sur cette grande question des transitions écologiques, sociales, économiques. Et vous pouvez trouver tout le détail sur le site internet de la Semaine des transitions. Et samedi, il y a un grand forum aussi ouvert au public qui a lieu à l'ELJ. Donc, ça, c'est pour le petit cadrage institutionnel. Et donc, en tant que chaire Métroforum, donc c'est une chaire pour les transitions métropolitaines de l'Université de Lille qui existe depuis 2021. On, on organise, ça qui a été créé à l'initiative de l'École d'architecture, l'Institut d'urbanisme et Sciences Po Lille, dans l'idée de regarder de manière un peu transversale la question des transitions urbaines, plutôt à l'échelle métropolitaine, mais voilà, sur la question de la métropole dans ces territoires, comment elle se transforme, de quelle manière, avec quels acteurs. Et donc, on touche à pas mal de thématiques et aussi, on tient à mettre en lien la question pédagogique, de recherche et le lien avec les acteurs. Et donc, vous incarnez pas mal ça aujourd'hui, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à venir de beaucoup de structures différentes. Donc voilà, c'est une très belle, une très belle nouvelle. Et au-delà des présentations, donc l'idée c'est bien sûr aussi dans les temps de pause, mais vous avez déjà commencé ce matin à parler, échanger entre vous sur tous ces sujets qui nous intéressent. Euh, donc voilà, je vous rappelle un petit peu le déroulé de la journée, puis après je laisserai quelques mots à Agnès de Terre de Liens pour présenter Terre de Liens et aussi un petit peu les enjeux, enfin pourquoi ces questions-là aujourd'hui sont assez cruciales. Donc, on a une première intervention de Bénédicte Grosjean et Laetitia Lasanté de l'École d'architecture et de paysage de Lille. Ils vont nous parler de la question donc de comment le foncier et les sols sont abordés dans les enseignements d'archi, urbain, etc. Ensuite, on aura une intervention d'Adrien Païs-Léné qui nous vient de Lyon, en pleine forme. Il arrive ce matin. Je présenterai un peu mieux nos intervenants ensuite. Et cet après-midi, un atelier participatif animé par Terre de Liens, l'explication détail du rapport de Terre de Liens sur l'état des terres Hauts-de-France. Et enfin, une table ronde avec trois intervenants, une personne du STERD, un élu de Villeneuve-d'Ascq et un membre de la SAFER. Voilà, Agnès, tu veux. Donc moi, je suis Agnès Julien, je suis coordinatrice à Terre de Liens Hauts-de-France. Terre de Liens, c'est un mouvement national qui a une vingtaine d'années, dont l'objectif est de préserver les terres agricoles, de favoriser le développement de l'agroécologie et d'installer beaucoup de nouveaux agriculteurs et agricultrices. Pour ça, on s'est créé, on a doté des structures de finances solidaires. L'idée, c'est un peu ensemble citoyen. On va racheter des terres agricoles, on ne revendra pas, donc ça sort de la spéculation, et on va permettre l'installation du coup d'agriculteurs, d'agricultrices, avec qui on signe un bail rural environnemental. Ça veut dire qu'on a bien des clauses environnementales et ça restera en bio, dans l'idée de préserver les terres agricoles. Euh, donc, on a ces structures financières qui sont la foncière et la fondation à l'échelle nationale. Et ensuite, vous avez une association dans chaque région. Donc, nous, on est l'association Hauts-de-France. Dans l'association, on travaille donc avec les personnes qui souhaitent s'installer. On travaille aussi avec les citoyens. On a pas mal de bénévoles qui agissent sur le territoire et avec les collectivités. L'idée, c'est d'essaimer aussi ce qu'on fait. On n'a pas vocation à racheter toutes les terres de France, mais voilà, plutôt aider ensuite et accompagner des collectivités qui voudraient elles aussi préserver les terres agricoles. Et donc, c'est un peu ce qui nous amène aujourd'hui. On est assez convaincus que les collectivités et plus largement les acteurs de l'aménagement du territoire ont un rôle à jouer pour préserver les terres agricoles. On va répondre à cette question-là. Et ben, on va commencer avec notre première intervenante. Je vous invite Bénédicte Grosjean et Laetitia Lasanté à venir vous installer un peu comme vous voulez. Je ne sais pas devant ce vous avez devant l'écran. Tu veux venir après. Ok. Donc, on va d'abord écouter Laetitia Lasanté, qui est paysagiste urbaniste, euh, dans un truc qui s'appelle Omnibus. Peut-être après tu nous en dire quelques mots. Tu as enseigné à l'école d'architecture de Nancy, notamment sur un atelier de projet urbain qui s'appelle Interaction.
Et puis depuis 2023, tu enseignes à l'ENSAPL à Lille, donc, et tu vas nous parler donc dans cette table, enfin dans cette table ronde, non, dans cette présentation sur former les architectes et les paysagistes à la question des sols, du foncier au vivant. Et donc on a premièrement une approche donc plus paysagiste et puis ensuite avec Bénédicte plus sur la question architecturale. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais commencer ce petit temps sur la formation des architectes et des paysagistes à l'ENSAPL. Donc, simplement pour compléter la présentation de Victoria, donc, je suis enseignante à l'école d'architecture et de paysage depuis septembre 2023, donc c'est assez récent. J'ai été moi-même, j'ai fait mes études de paysagiste à Versailles à une époque où la formation paysage de Lille n'existait pas encore. Donc, je découvre cette école davantage en tant qu'enseignante que j'aurais pu le faire en tant qu'étudiante. C'est une part finalement assez... c'est très partiel dans mon activité, puisqu'à côté de ça, je suis paysagiste installée en profession libérale à mon compte, donc dans un atelier qui s'appelle Omnibus. Donc, j'ai une approche vraiment plutôt de praticienne, enseignante ponctuelle dans une école que je connais depuis assez peu de temps. Voilà, donc ce sera très partiel et ce sera certainement tout à fait discutable. Mais par contre, cette question des sols est une question qui m'intéresse depuis de nombreuses années dans ma pratique, qui m'intéresse à différents titres. Et c'est aussi une approche dans les différents enseignements que je peux donner à l'ENSAPL. C'est aussi une approche que je peux, voilà, que je peux mettre en pratique à la fois à travers des ateliers de projet et aussi des cours magistraux sur le sujet du sol. Donc du coup, je me retrouve quand même sur des sujets assez orientés sol. Certainement que ce n'est pas étranger aussi à ce centre d'intérêt que j'ai développé au fil des années. Alors, la première chose, c'est quand on parle de sol, on se rend assez rapidement compte qu'en fonction des personnes avec qui on échange, on va avoir une approche, une définition, une perception de cette notion qui est extrêmement variable. Alors, je commence par ça parce qu'effectivement, la question du sol dans le métier de paysagiste, elle a beaucoup évolué et déjà avec les autres professions avec lesquelles nous interagissons au quotidien dans notre pratique, que ce soit les techniciens, les géomètres, les bureaux d'études, réseaux, les entreprises de TP ou les experts, géologues, hydrologues, écologues, on se rend assez vite compte qu'on ne parle pas tous de la même chose. Donc, ça nécessite déjà une première prise en compte de cette extrême complexité de la question du sol. Alors là, c'est un petit extrait d'une étude qui a été faite par des étudiants, alors de Versailles, hein. Mais bon, je trouvais que c'était assez adapté pour commencer cette présentation sur effectivement ces différentes approches. Et je pense que le travail du paysagiste, ça va être d'être capable de discuter avec ces différents intervenants et ces différentes sensibilités. Ça ne veut pas dire qu'il faut être expert dans chacun des domaines, mais je vois ce métier plutôt comme le généraliste de l'aménagement extérieur, on peut dire ça comme ça. Donc, sans être spécialiste de tout, savoir être en capacité de comprendre les échanges. Alors, la question du sol dans le métier du paysagiste, elle a quand même été pendant, au départ, surtout abordée par le biais de la pollution. J'ai pas non plus un recul très lointain sur le métier de paysagiste, qui est aussi un métier récent, qui est né, on va dire, dans les années 70, le paysagiste concepteur. L'architecte paysagiste, certains le disent comme ça. Donc, c'est surtout cette question de la pollution des sols qui était le premier angle d'attaque. Et on a dû s'intéresser à cette question des sols pour savoir gérer les pollutions et savoir comment faire aussi pour pouvoir traiter sur place, éviter de systématiquement exporter. Et donc, il a fallu regarder de plus près des questions de qualité, de comprendre comment les polluants vont interagir avec les systèmes végétaux et comment est-ce qu'on pouvait
avoir une autre approche progressivement dans le temps de cette gestion de la pollution. Donc, ces sols, ils sont devenus un sujet et une composante de l'aménagement par cette approche de la pollution. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai. On gère un problème dans un premier temps. Et puis, quand même, depuis une dizaine d'années, je dirais, les préoccupations et les questionnements autour des sols, elles sont devenues beaucoup plus larges. Et on commence, en tout cas dans la profession, on a commencé à s'intéresser aussi au sol comme un système vivant en lui-même, complexe. On a découvert qu'il y avait des micro-organismes, une faune du sol qui avait un rôle, qui avait une importance dans la croissance des plantes, parce que on réduit souvent la profession du paysagiste à planter des arbres et des massifs. C'est extrêmement loin de la réalité de notre pratique. Mais en tout cas, c'est vrai que bien sûr, les plantes ont une place importante et donc il faut comprendre comment ces plantes interagissent avec ce qui est invisible. Donc, c'est un sujet dont on parle davantage. La profession en entend parler. Tout le monde a cette question des sols qui de plus en plus est prégnante. En plus, depuis une dizaine d'années, on a une journée mondiale des sols. Donc, ça veut dire que quand même, c'est un sujet, il faut qu'on s'y intéresse. Et même si on ne sait pas toujours comment bien l'approcher en tant que professionnel, on sait que là, il y a un sujet. Et puis aussi, on a de plus en plus de partenariats avec des chercheurs pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, comment dans certains aménagements on va pouvoir améliorer, valoriser. Et ça aussi, c'est des choses qui se développent beaucoup depuis, alors, pas une dizaine d'années, mais on va dire 5-6 ans. On a eu, il y a tout un travail, notamment de Plantécité, qui est un organisme qui fait beaucoup d'ingénierie et de recueil d'informations, qui travaille sur cette question des sols. Alors là, j'ai mis quelques exemples. Donc, récemment, il y a eu un programme de recherche qui s'appelle le programme de recherche DESSER sur la désimperméabilisation des sols et les services écosystémiques. Et donc, il s'appuyait sur des réalisations d'aménagement de paysagistes, des retours d'expérience, des sites qui ont été désimperméabilisés. Donc là, j'ai pris un exemple, mais il y en a plein, qui est le Jardin des Joyeux à Aubervilliers, qui a été réalisé par l'agence Wagon Landscaping en partenariat notamment avec Gilles Clément, qui est peut-être le paysagiste français le plus connu. Et donc, c'est tout un groupement de chercheurs, de bureaux d'études, d'entreprises du paysage, d'urbanistes qui a élaboré ce guide sur la désimperméabilisation. Donc voilà, on voit ce sujet qui émerge. Les paysagistes se mettent à écrire sur la question des sols. Donc là, l'agence BASE, qui est aussi une des plus importantes agences françaises de paysage et d'urbanisme, qui a travaillé à une édition sur la question des terres, qui travaille énormément, notamment dans l'agglomération lyonnaise, sur cette question de la création, la recréation de sols fertiles à partir de déchets du bâtiment, enfin de déchets de TP, qui teste beaucoup de choses en lien avec l'agglo notamment. Donc la profession s'intéresse et veut faire connaître, veut porter au regard du grand public cette question des sols. L'agence Terre, aussi grande agence française de paysage, a monté une exposition il y a quelques années sur les sols vivants. L'agence Terre a d'ailleurs, travaille d'ailleurs en ce moment sur un grand projet avec la métropole lilloise entre Euralille et la Deule, avec comme angle d'approche les sols vivants comme point de départ à la transformation urbaine et paysagère. Donc c'est bien que c'est un sujet qui a été approprié par ces grandes agences. Les architectes urbanistes aussi, ANMA notamment, Bénédicte en reparlera, qui a produit et organisé, conçu une exposition autour de la question du sol, plus largement, sous ces différents aspects. Donc, c'est une question dont la profession s'empare. Par contre, on ne sait pas toujours comment s'en emparer correctement. Parce que, effectivement, et là on rejoint la question de la formation,
qu'est-ce qui se passe au niveau des formations des praticiens actuels, mais aussi dans la formation des futurs professionnels, sur cette question des sols. Alors, concernant les praticiens d'aujourd'hui et on va dire l'héritage qu'on peut avoir, j'avais dans un premier temps une idée, une sorte d'impression que c'était quelque chose d'acquis chez les paysagistes, que le sol c'est important et que quel que soit le terrain d'exercice, on en parle. Bon, en fait, j'ai une vision assez déformée, je pense, parce que je me suis rendu compte en essayant de décortiquer un peu pourquoi est-ce que j'avais cette vision-là, que ça reposait beaucoup sur des personnalités, des enseignants particuliers que j'ai eu la chance d'avoir comme enseignants, mais que ce n'était pas du tout quelque chose d'aussi acquis et généralisé que ce que je pouvais imaginer. Donc je dirais en tout cas qu'aujourd'hui, dans la profession paysagiste, on a une sensibilité, mais finalement, on a quand même aussi toute une part des professionnels pour qui le sol reste encore une surface à aménager sans avoir une dimension plus complexe que ça. Et si c'est un point d'attention, ils ne savent pas forcément comment s'y prendre. Alors, on peut faire appel à des spécialistes, hein, des agronomes, des pédologues, autres. Dans ce cas-là, on va dire, c'est au mieux, puisque finalement, on a quelqu'un qui a un regard un peu pointu sur la question, qui peut venir assister le concepteur. Mais des fois, et c'est aussi quand même encore assez souvent le cas, on n'a pas la capacité de faire appel à ces spécialités et donc on gère un peu comme on le fait quand même depuis 30 ans, c'est-à-dire que on ramène un sol propre, fertile, une terre végétale qui est bien souvent décapée sur des espaces agricoles pour faire des aménagements d'espaces de loisirs en milieu urbain. Ça évolue, mais ça reste encore quelque chose de très présent dans les pratiques. Bon, alors, l'idée c'est qu'on avance là-dessus. C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas aujourd'hui avec nos étudiants. On a aujourd'hui, donc alors moi j'enseigne surtout sur le début du cursus en L1, L2. Pour les paysagistes, c'est des années préparatoires et après le cycle de formation en 3 ans, c'est L3 et les 2 années de master. Donc, on essaye de préparer le terrain pour que cette question des sols, elle soit un peu plus prégnante. Et la première année, elle est commune aux architectes et aux paysagistes. Et donc, la première chose qu'on essaye de leur faire comprendre, c'est qu'en dessous de la surface, il se passe des trucs. Au moins ça. Première étape. Les premières années ont des ateliers deux ateliers de projet dans l'année, encadrés en binôme, ils sont en petits groupes, encadrés en binôme par un paysagiste, un architecte. Et donc, c'est vrai que cette année, le premier projet des premières années, j'ai pu constater par rapport à l'année dernière, ça fait que 2 ans, mais en tout cas déjà entre les 2 années, je trouve qu'il y a eu une petite évolution, c'est que les étudiants représentent ce qui se passe en dessous de la ligne du sol. Les architectes, à droite, sur l'image, et les paysagistes à gauche. Donc on voit bien que ce n'est pas une question de formation, et quand on les pousse un petit peu à se questionner, ils sont partants pour le faire. Puisque bien sûr, il y a des interactions avec les éléments construits, avec les autres êtres vivants, donc c'est aussi important qu'ils aient cette vision en profondeur. Ils prennent conscience aussi que le sol, ça sert à créer des reliefs. Donc là aussi, ces premiers projets sont l'occasion de leur faire expérimenter ça. Et cette année particulièrement, le terrain d'exercice était sur ce qu'on appelle le site des pyramides, à côté de la citadelle, pour ceux qui connaissent. Donc il y a de la matière aussi, le sol c'est aussi une matière. Et le fait de savoir le reconstruire, le réassembler, est aussi quelque chose qui nous paraît important, en tout cas dans cette première année, au moins de les sensibiliser à cette question. Et puis, pendant la première année, ils ont un cours théorique sur le sol, un cours théorique en 12 heures. Et donc, alors là, c'est la première année, c'est moi qui donne ce cours depuis cette année, donc je n'ai pas non plus beaucoup de recul sur la question. Mais l'objectif, c'est bien de leur faire découvrir toute la complexité de cette question, que c'est un milieu vivant, que c'est un milieu qui va gérer l'eau, que c'est un milieu qui va, en milieu urbain, être transformé, terrassé, mais que ces actions-là de transformation, elles peuvent se faire en cohérence avec ce que l'on va mettre dessus comme usage,
qu'on n'est pas obligé systématiquement de ramener de la terre végétale de l'extérieur, qu'on peut travailler avec ce qu'on a sur place. Bon, en tout cas, toutes ces questions-là qui sont abordées, hein, qu'on ne creuse pas de façon très approfondie, mais au moins qui leur permettent d'avoir une vision de toutes ces questions qui sont associées à la thématique des sols. Et quand même si c'est un cours théorique, on essaie de leur donner quelques notions et des exercices pratiques pour qu'ils aillent aussi se confronter physiquement à la matière, parce que si on ne les oblige pas, ils ne le font pas. Donc on les pousse, je les pousse, sur des exercices qui sont des trucs assez bateaux, hein, pour avoir une première approche sur la qualité agronomique des sols. Mais déjà ça les oblige à mettre les mains dans la terre et c'est déjà de mon point de vue, un premier pas. Après, en deuxième année, donc là, c'est uniquement la formation paysage, puisqu'à partir de la deuxième année, chacun a ses enseignements spécifiques. Donc, on travaille cette question des sols principalement à travers 2 ateliers. Un atelier qui s'appelle Dynamique et morphologie végétale, donc où là, on travaille spécifiquement sur l'association des milieux végétaux et où beaucoup d'étudiants travaillent à partir de la qualité du sol existant pour pouvoir définir quels sont les milieux et les écosystèmes qui vont pouvoir se développer, qu'on peut encourager, favoriser, etc. Donc, même si on va dire que l'entrée est principalement la plante, c'est forcément la plante associée à une qualité de sol. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'amène avec le deuxième encadrant de cet atelier. On a aussi un atelier sur la topographie, parce que c'est tout un champ assez complexe et qui nécessite aussi une intellectualisation pour pouvoir la représenter. Donc, un atelier sur la topographie où là, il travaille sur la matière. Donc, on n'est plus sur le milieu vivant, mais les entrées thématiques des ateliers de projet de deuxième année leur permettent, à la fin de la deuxième année, une fois qu'ils arrivent en troisième année, d'avoir l'ensemble de ces ingrédients nécessaires. Et le sol en fait partie, en tout cas la deuxième année insiste assez fortement là-dessus. Et puis après, j'ai une vision moins claire, mais la question des sols, elle est un peu tout le temps. En tout cas, encore une fois, ça va aussi dépendre de la sensibilité des différents enseignants. Certains vont insister davantage que d'autres. On a par exemple là un atelier public, donc ce sont des ateliers dans un cadre de commande. Sur la question des champs captants. Donc effectivement, là, le sol, il est abordé, sa nature va être associée à sa capacité à gérer, stocker, infiltrer l'eau. Donc on a cette combinaison qualité des sols, capacité de gestion des eaux, qui est le cœur de la réflexion du projet. Donc c'est une question qui reste transversale dans tous les ateliers. On peut dire par contre quand même qu'à partir une fois passées les 2 premières années, il n'y a plus d'enseignement spécifique ou de temps un peu théorique sur la question des sols. Ça reste uniquement les heures de cours de première année qui sont communes aux architectes et aux paysagistes. Et peut-être qu'effectivement, de ce point de vue-là, on pourrait se poser la question d'avoir des temps spécifiquement sur cette question, avec aussi de l'observation. Parce qu'effectivement, la question de savoir comment aborder et pouvoir mettre en lien un projet avec un lieu existant, elle est complexe pour des étudiants qui n'ont pas d'expérience et qui n'ont pas justement vu ce que c'est un technosol construit, donc une reconstruction de sol fertile à partir, par exemple, de déchets de démolition. Concrètement, ça ressemble à quoi? Comment on fait? Donc ça, ce sont des questions un peu techniques, peut-être trop techniques dans le cadre d'une formation de conception, mais qui permettraient en tout cas certainement de leur donner une meilleure idée de ce qu'il est possible de faire. Je vais prendre l'exemple d'un atelier qui a lieu à Versailles parce que c'est un atelier qui est assez ancien, hein, qui existe depuis, je dirais, 25 ans, qui s'appelle le séminaire Terre. Donc c'est un temps de workshop de 3 jours
où les étudiants partent, ils ont différentes choses pendant ces 3 jours. Un peu de temps théorique sur la nature des sols, l'agronomie. Ils ont un temps de visite de différents sites, des sites forestiers avec quelqu'un de l'ONF, une plateforme de gestion de, de substrats ou de déchets de démolition, ce qui leur permet aussi de comprendre quelles sont les problématiques associées aux entreprises, puisque quand on est dans le cadre d'un projet d'aménagement, il va bien y avoir une entreprise qui va mettre en œuvre ses sols. Et la question de comprendre ce que fait l'entreprise et de vérifier que ce que fait l'entreprise correspond à ce que le concepteur paysagiste a préconisé, est-ce que ça correspond bien? Est-ce que c'est fait correctement? Parce que souvent aussi, on a, en tout cas sur nous, ce qu'on constate sur les chantiers, c'est qu'on a souvent beaucoup de problèmes de sol extrêmement tassés. Donc, il faut être en capacité de pouvoir comprendre ça. Et donc, le fait de faire ces temps d'observation sont des temps très bénéfiques pour les étudiants. Et puis, donc, dans ce fameux séminaire terre, on a aussi un temps de projet très court sur un site et de pouvoir en groupe dresser déjà des premières idées pour améliorer un sol plutôt infertile, en souffrance, imperméabilisé, en tout cas enfin, un sol qui fonctionne mal du point de vue de son système. Donc, effectivement, je pense que ce séminaire terre, sol pourrait être, enfin en tout cas, est une source d'inspiration intéressante. Et puis, c'est des choses qui sont, en tout cas, on sent les sensibilités présentes dans les enseignements, mais ça mérite d'être déployé. Il y a également eu la tentative de monter une chaire sol et paysage qui a échoué. Ça a été lancé, il y a eu 2 années de pré-montage. Et là, effectivement, il y a eu un manque de soutien plutôt de la part de l'administration, parce que effectivement, monter une chaire, c'est compliqué, c'est long. Et alors, est-ce que cette question du sol ne semblait pas suffisamment urgente, prégnante? Je ne sais pas. En tout cas, je suis sûre que c'est quelque chose qui aura l'occasion de réémerger. Dans notre pratique, ce sont des questions quotidiennes qu'aujourd'hui tout le monde se pose, les entreprises, les décideurs politiques. Donc de toute façon, cette pression, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'elle viendra davantage soit des demandes des étudiants, puisqu'on voit bien qu'ils se posent des questions. Donc on peut dire qu'on pourrait peut-être avoir une force de pression ascendante de la part de nos étudiants. Et puis effectivement, alors pas que, mais certainement aussi de la part des profils d'enseignants un peu comme le mien, extérieurs, qui sont au quotidien voilà, au contact d'autres organismes, d'autres entreprises qui se posent ces questions et qui pourront peut-être pousser aussi les enseignements pour une prise en compte un peu plus généreuse et en tout cas sur l'ensemble des cursus sur cette question des sols. Voilà, donc on est sur une bonne voie, mais on n'est pas encore arrivé à une prise en compte peut-être assez large au regard des enjeux. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette première intervention de la journée. On va avoir la bande complémentaire de Bénédicte, ou contradictoire, je ne sais pas, en tout cas sur la question comment elle abordait en architecture. Donc, Bénédicte, tu as un doctorat en urbanisme qui portait sur les formes d'urbanisation diffuse et qui a obtenu le grand prix de la thèse sur la ville. Et tu as obtenu ton HDR en 2019 entre recherche et projet, définir un territoire transfrontalier. Et aussi beaucoup d'autres choses, mais voilà, en tout cas, tu viens nous éclairer sur la question de la transmission et de la pédagogie, de la question des sols et du foncier dans l'enseignement, donc plus d'un point de vue d'enseignante, contrairement à Laetitia, parce que toi, tu es dans l'école et pas praticienne à la base, donc enfin, chercheur, enseignant. Merci Victoria. Oui, donc voilà, moi je suis professeure du côté architecture et donc je me suis donné pour tâche d'essayer d'analyser du coup cette même question dans la pédagogie de la formation des architectes. Et alors bon, je vous dis tout de suite, c'est moins évident. On est assez admiratif en fait quand on est
préoccupée par ces questions, de voir en fait tout ce que les paysagistes arrivent à faire. Donc voilà, je vais essayer de mettre assez honnêtement sur la table ce qu'on arrive à faire et même de forme autocritique, puisque je suis moi-même titulaire co-coordinatrice d'un atelier dans le domaine territoire en master, donc je terminerai là-dessus par vous montrer un peu ce qu'on arrive à faire honnêtement. Alors, mais je voulais d'abord, en fait, bon, je suis prof, je vous ai mis un petit plan des idées que j'ai envie de parcourir, donc je voudrais quand même finalement essayer de comprendre, en fait, bon, c'est un peu rapide et c'est assez exploratoire ce que j'ai fait là, mais finalement, d'où est-ce qu'on vient? Quelques mots là-dessus, les architectes, pour peut-être comprendre pourquoi c'est moins évident de faire du sol un vrai objet de projet pour les architectes. Au-delà en fait d'une contrainte qui est de devoir faire des fondations, donc il faut connaître un peu sa portance, ou un projet certes, mais qui serait du dessin de l'espace public. Comment on va au-delà de ça? Donc voilà, j'ai un petit peu d'où vient-on, un petit panorama aujourd'hui, des approches dominantes. Et puis j'ai voulu regarder un petit peu dans le temps, finalement, comment cette question est arrivée, mais en percolant assez lentement. Donc là, j'ai pris juste un exemple dans une agence assez productive. Et voilà, et puis j'en arrive à, comme Laetitia, à décrire quelques enseignements en essayant finalement avec ça Enfin, ce que j'ai essayé de voir, c'était que cette question des sols, elle était très variée, comme Laetitia l'a aussi proposé dès le début et quelles sont toutes les approches du sol qui ont pu émerger progressivement et finalement lesquelles sont traitées aujourd'hui et du coup lesquelles ne le sont pas. Voilà, donc je voulais quand même faire un petit point, je pense que tout le monde le sait, mais il faut peut-être se le rappeler. Les architectes, ben, ils viennent de là, en gros, c'est une profession qui a été dominée théoriquement pendant tout le XXe siècle quand même par cette pensée moderne. Et encore aujourd'hui, il y a des modes de faire qui sont tout à fait ancrés dans cette pensée. Donc, que ce soit l'idée enfin, on parlait de dégager les sols, donc de mettre les bâtiments sur pilotis. Mais en réalité, pour faire quoi? Bon, c'est des approches assez, voilà, assez neutres, assez théoriques, assez abstraites. On parlait de tabula rasa, on parlait de page blanche. Donc le sol, il fallait le dégager pour des raisons hygiénistes en fait. Donc le slogan, c'était l'air, l'espace, la lumière. Euh, mais sans réellement regarder, loin de là, ce qu'il pouvait y avoir en dessous. Autre caractéristique, c'était donc cette rationalisation technique, comme je l'ai mis là, et donc en particulier la séparation, toutes sortes de séparations, en particulier la séparation des fonctions. Et donc, on est évidemment loin de tout ce qui aujourd'hui, on le sait, sert à la biodiversité, notamment les échanges, les écotones, etc. Donc, on séparait voilà, toutes les fonctions habiter, travailler. Et donc, on est loin de l'hybridation, par exemple, qui est, on le sait aujourd'hui, nécessaire. Et j'ai mis, quand je disais encore aujourd'hui, on est marqué par ça. Voilà, j'ai mis ici un petit collage de PLU sur la frontière d'ailleurs, et qui montre qu'on est quand même encore toujours dans cette approche une approche séparative finalement. On en est encore toujours là. C'est plus sophistiqué que habiter, travailler, se récréer. Aujourd'hui, quand vous regardez la légende, il y a toute une série de catégories, mais c'est quand même toujours ce mode de fonctionnement. Donc ça, c'est peut-être un point de départ. Alors, si je fais maintenant le grand pas vers aujourd'hui et que je me penche sur les architectes qui écrivent, donc les architectes qui essayent de diffuser des idées, certes, on trouve, je pense, une réelle conscience chez beaucoup d'architectes de l'importance des questions que posent les sols, avec peut-être déjà un peu des facettes différentes néanmoins. Donc, moi, globalement, Sébastien Marot n'est pas architecte, mais il est tellement lu par les architectes que je me suis permis de le mettre aussi dans la série. Donc voilà, on a le rôle d'une approche un peu historique chez Patrick Henry, qui parle de l'épaisseur, qui fait beaucoup d'images en coupe. On a la question de la biorégion, qui aussi est assez présente, et là c'est plutôt une approche du coup régionaliste et l'idée de faire système.
On a une approche très récurrente chez les architectes, je le remontrerai après, sur la question en fait de s'opposer à l'étalement urbain et donc de la rationalité foncière, la sobriété, ou bien donc cet ouvrage, même là, vraiment sur les sols comme nourriciers. Euh, et voilà, donc je disais, je pense que ce qui est assez général, autant tu disais chez les paysagistes, c'est la pollution qui a fait prendre conscience des questions de sol. Je crois que chez les architectes, c'est la question de la sobriété foncière, l'idée qu'il faut densifier, l'idée qu'il faut arrêter de s'étaler, mais avec tous les problèmes, toutes les questions qu'il y a autour de cette densification, densification douce. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde quand même des grands terrains libres de fraîcheur urbaine, etc. Et voilà, et même pour Lille, on peut dire que, enfin, en tout cas, Lille se présente comme une des pionnières hein, de ces questions du renouvellement urbain, notamment avec tout le travail qui s'est fait sur la situation des friches industrielles qui était très présente. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est la question du ZAN qui est dominante sur cette, enfin, c'est l'approche du ZAN qui est dominante sur cette problématique de la sobriété foncière qui, je crois, est l'approche la plus facile à travailler pour les architectes. Et donc, voilà, j'avais aussi envie de montrer cette exposition que Laetitia a citée. On ne s'était pas concerté, mais c'est vrai que là, on a une approche dans ce qui se fait aujourd'hui par des architectes, vraiment plus pratique. Hein, ces ouvrages ici sont finalement assez des grands principes. Ici, dans cette expo, on nous dit beaucoup plus clairement, de manière plus pratique, avec cette typologie des sols, par exemple, comment prendre les choses en compte. Et alors, bon, ici, mes images ont un peu bougé, mais c'était, bon, du coup, elles se sont tassées, on ne voit pas, mais j'avais envie de montrer donc non seulement les coupes, mais aussi un nouvel indicateur qu'il propose d'utiliser, qui est le nombre de lombriques au mètre carré. Donc voilà, que les architectes commencent à se demander, mais combien de vers de terre j'ai au mètre carré, ça me semblait un grand pas. Voilà, mais après, il y a quand même encore des dessins. Il y a des dessins qui restent finalement assez abstraits. On peut quand même se demander à quel point les sols sont pris en compte dans les projets. Chez les architectes, je voulais quand même montrer encore deux figures assez plutôt presque radicales, progressistes. Enfin, il y a oui, donc celle-ci, c'est une artiste, en fait, architecte plutôt militante, et donc qui a produit pour les 125 ans de l'Architectural Review un moratoire qu'elle appelait l'architecture sans extraction. Et je me dis que ça, c'est peut-être indirectement, mais voilà, pour les architectes qui sont dans ce mouvement assez radical, il y a justement en ce moment à l'école d'archi-paysage un grand colloque qui s'appelle Transformation, et où c'est un mouvement radical au sens où ils se disent il faut essayer d'arriver à faire l'architecture sans extraire plus de matériaux, donc le réemploi uniquement, et d'utiliser ce qu'on a. Indirectement, c'est quand même une approche finalement qui respecte ou qui se tourne vers le respect des sols, ou qui a ça pour objectif. Et puis, un dernier exemple d'architecte aussi, je pense, sur ces domaines, mais évidemment, du coup, c'est chaque fois une personne, mais Alexandra Arène est architecte et c'est la cartographe qui travaille avec toute l'équipe sur la zone critique à la suite des travaux notamment Eau ou Atterrir de Bruno Latour. Donc, elle a travaillé sur Terraforma, Gaia Graphis, c'est son dernier ouvrage. Donc, c'est une équipe il y a Gaillardet, enfin, qui travaille sur la zone critique de manière pluridisciplinaire, mais elle, en tant qu'architecte, c'est comment représenter ce lieu, avec l'idée que il faut en fait mieux représenter pour pouvoir finalement changer les pratiques. C'est que il y a une question de visualisation, de compréhension, et que donc il y a un travail sur la représentation à faire, et donc il y a toute une recherche de ce côté-là. Voilà, je pense un petit panorama de ce que j'ai trouvé chez les architectes, bon, évidemment loin d'être exhaustif sans doute, mais en essayant de faire un peu plusieurs facettes. On voit que c'est évidemment des choses encore un peu donc finalement assez disparates, assez séparées. Du coup, j'avais envie, je vous disais, de regarder aussi comment cette question a émergé progressivement. Et en le faisant, c'est ça que je voudrais vous montrer, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est plusieurs facettes de la question des sols qui se sont finalement succédées et
j'espère, accumulées. Donc, c'est pas parce qu'on en découvre une autre qu'on perd les autres. Mais donc, il y a un premier... Oui, et donc j'ai fait le choix de suivre le parcours d'une équipe, en fait, architecte urbaniste, Bernardo Secchi, Paola Vigano. Donc voilà, c'est un point de vue, c'est un fil que je prends juste pour voir apparaître ces questions. Je pense qu'ils sont intéressants. Ils écrivent depuis les années 80 et encore jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une équipe qui permet de balayer du coup quand même presque une trentaine d'années et qui ont souvent été pionniers en fait dans les débats en cours avec souvent des contributions assez fortes qui ouvraient des nouvelles manières de penser. Donc je me suis dit c'est une bonne étude de cas pour voir ça. Donc, en fait, oui, il y a un premier article qui est paru en 86 et qui est très souvent cité aujourd'hui quand on dit les architectes s'intéressent au sol. Et les architectes qui veulent s'intéresser au sol citent cet article, Progetto di suolo, donc Casabella, 86. En fait, quand on lit cet article en détail, c'est pas du tout la question des sols telle qu'on l'entend aujourd'hui. Donc, bon, Bernard Dossé, qui je suis très admirative de ce qu'il a fait, mais il ne faut pas le présenter comme un précurseur des questions de sol. Et, en fait, le contexte là était vraiment encore de critiquer le bâtiment-objet de l'approche moderne que je vous ai montré juste avant, posé sur un sol neutre. Il critique une approche très fonctionnaliste de l'espace dans cet article. Il critique une vision du sol comme un élément purement technique, support de flux, de déplacement. Et il dénonce en fait l'absence d'articulation entre les éléments bâtis, les voies, les espaces ouverts. Donc en fait, il critique ce qu'aujourd'hui on appelle, donc, enfin, qu'on considérerait comme les défauts de l'approche moderne de l'architecture. Et donc à l'inverse, il va proposer que le projet ne porte pas que sur le bâti, mais aussi sur les espaces ouverts, voire même que les espaces ouverts, les sols, donc du coup, donc ça reste des sols horizontaux, de dessiner la ville par les vides et que ce soit un lieu d'articulation, en fait. C'est ça le grande hypothèse de son travail, que le sol doit permettre, le dessin du sol doit articuler les espaces privés, les espaces publics, les différentes typologies architecturales, les jardins, les places. Voilà, donc c'est cette première approche, projet de sol, ben c'est ça que ça racontait en 86. Alors en même temps, c'est une équipe, et c'est qui au début, qui travaillait beaucoup à défendre à cette période-là la question de la description. Donc vraiment l'idée de partir de l'existant avec une connaissance la plus fine possible. En même temps, il critiquait aussi le descriptivisme, comme il disait, c'est-à-dire une approche descriptive qui ne ferait que conforter l'existant, alors qu'il pense qu'il faut, à travers la description, chercher ce qui est nouveau. Et donc, je donne ici deux exemples de cette description sur lesquels ils vont travailler. Une description donc assez horizontale, mais très exhaustive. Donc ça, c'est un des plans pour une petite ville italienne, Prato, pour lequel ils ont proposé un plan régulateur. Et donc voilà, on voit le travail extrêmement minutieux qu'ils avaient de ce qu'il appelait le relevé des sols et de travailler avec les sols. Au début, c'était ça en fait, c'était tous les usages du sol dans l'espace public finalement, et en tout cas dans les espaces ouverts. Après, ils avaient une autre approche aussi descriptive, plutôt en profondeur, on voulait même j'appelle plutôt descriptive, parce que c'était vraiment l'idée de comprendre en fait ce qui se passe à la surface, mais cette fois en regardant la profondeur. Mais avec, disons, la question de la grande géographie, donc c'était les questions géologiques, mais aussi évidemment beaucoup les questions de l'eau. Et ils portaient avec ça des projets sur déjà changer les formes de mobilité et utiliser changer les réseaux en surface et de comprendre les territoires donc à partir d'une superposition de couches plutôt que uniquement regarder en surface. Après, ils ont eu cette période assez, je pense, plus connue en France de la ville poreuse. Donc, c'était quand ils ont participé à la consultation pour le Grand Paris. Et cette ville poreuse, il y a aussi un peu une double approche, de nouveau horizontale, verticale, pour caricaturer un peu, mais dans cette idée de ville poreuse, et en particulier pour le Grand Paris, ils ont à la fois essayé de travailler sur les sols comme une continuité. Donc c'était une des équipes qui a travaillé sur le Grand Paris à partir de l'extérieur de la ville,
enfin à partir de, non pas Paris intramuros, mais le reste, en s'installant même à distance du centre de Paris, et de relever tout ce qui faisait enclavement, tout ce qui faisait coupure, toutes les grandes infrastructures qui finalement servaient le Paris intramuros, mais étaient des contraintes pour le Paris tout autour. Donc là, ils ont travaillé sur ces sols comme, avec cette nécessité plutôt de continuité. Mais à l'inverse, ils ont aussi lancé l'idée des sols, ou travaillé sur l'idée des sols comme dans leur capacité enfin, par rapport aux problématiques d'inondation, et donc aussi dans l'idée de donner plus de place à l'eau, et donc toute la question de la porosité, cette fois verticale, de la percolation plus exactement, pour travailler sur la structure de ce grand Paris. Un peu plus tard, plus directement, Paola Vigano là, a ensuite commencé à travailler sur une idée qui s'appelait la métropole horizontale, avec voilà, des articles en explorant un modèle d'un géographe allemand, et en produisant ce genre de représentation où c'est une vision plutôt du territoire. Les cercles blancs, ce sont les villes. Et donc, elle soutenait l'idée que on pouvait imaginer une organisation du territoire où finalement les villes étaient, l'urbanisation était assez répartie de manière plus uniforme, et que l'important, le potentiel était dans tous ces sols qui se trouvaient entre les villes, donc une sorte de vision un peu inverse, en mettant l'urbain en blanc et tout le reste étant dessiné, objet de projet. Il y avait aussi cette notion déjà de ville inversée qu'elle avait lancée dans sa thèse. Et donc ça, voilà, cette métropole horizontale, c'est devenu un mouvement ou une réflexion théorique, en fait, qui s'est beaucoup diffusée. Enfin, elle a fait un grand congrès où il y avait vraiment, du coup, une approche presque mondiale de ce type d'approche, ce type de territoire. Et donc, voilà, bon, là, je vais un peu vite, mais ici, il y a vraiment eu l'idée que ces sols de cette urbanisation dispersée ou ville diffuse, comme ils disent en Italie et pour certains territoires, ces sols peuvent être une ressource multiple. Et donc là, on a commencé à montrer, j'ai pas tout mis, mais aussi pour montrer que c'était des lieux où il y avait du coup ces territoires, ces seuils particulièrement riches pour les hybridations et le métissage nécessaire, la biodiversité, mais aussi d'un point de vue social, il y avait des interactions qui pouvaient se créer, et qui avaient ce besoin même social de rapport aussi entre l'habitat et les espaces ouverts, qui était très demandé. En réalité, si ces types de territoires sont sollicités et sont plébiscités par les habitants, c'est pour cette mixité de types de lieux. Et puis aussi même économique, parce que c'était des lieux plus favorables au circuit court, à une production locale, à la consommation d'une production locale, voilà, etc. Alors, bon, pour finir du coup sur cette équipe, pour montrer donc quand Bernard Dosset qui est décédé, le premier ouvrage hommage qui a été fait à son travail portait sur le sol des villes. Donc, voilà, une collection chez Métis Presse qui reprend bon, beaucoup de leurs travaux. Donc aussi deux ouvrages ici plutôt sur la question de l'énergie, la question de l'eau. Et puis ce tout dernier ouvrage, ça c'est, je disais, le panorama de donc Paola Vigano, son dernier ouvrage, un chapitre qui s'appelle L'urbanisme des sols vivants, où elle montre notamment le travail qu'ils ont fait à la Courouse, à Rennes, où il y a un vrai travail en parallèle de à la fois régénérer l'urbain et à la fois régénérer les sols en même temps. Donc voilà, cette fois on arrive, je pense, à l'approche plus celle qu'on prend aujourd'hui des sols, et en particulier des sols vivants. Et donc maintenant, du côté de sa pratique, elle a été l'équipe qui s'est occupée en Belgique de faire un schéma directeur suite à les inondations du mois d'août 2021 qui ont été assez tragiques dans la vallée de la Vesdre, à l'est de la Belgique. Voilà, on en a peut-être entendu parler, je pense, aussi en France. Et donc, elle a fait un énorme travail avec son équipe de rencontrer toutes les communes et de vraiment travailler sur la qualité des sols, à la fois donc dans leur position dans la vallée, donc en amont
dans la pente ou en aval, et en même temps sur la qualité des sols en termes de leur capacité de percolation, donc plutôt de l'argile ou plutôt du sable. Et avec ces données-là, donc vraiment des données de sol, topographiques ou en profondeur, de réfléchir sur comment réorganiser l'urbanisation à partir de ces données-là dans une lecture générale de la vallée, et même en essayant de travailler avec les habitants, avec les associations, avec les communes, pour faire comprendre cette idée de solidarité de vallée qu'elle porte, donc qui est l'idée que parfois, pour résoudre les problèmes en aval, évidemment, il faut pouvoir, c'est en réalité en amont qu'il faut agir. Voilà, donc je pense que si on est un peu à l'image de cette équipe, les choses arrivent, mais certainement lentement. Et donc, voilà, je suis à ma dernière partie, euh, où là, j'ai voulu donc faire ce petit recensement, et c'est tout petit pour vous, c'est déjà petit pour moi, j'ai voulu regarder un petit peu d'abord d'un point de vue simplement quantitatif l'occurrence des mots sol dans ce logiciel Taiga qui est courant, enfin voilà, que tous les enseignants connaissent mais personne d'autre connaît. Mais voilà, ça ressemble à ça, on bosse avec ce genre de choses. Donc par école, on pouvait voir qu'à Clermont-Ferrand, il y a 14 fiches qui mentionnent ça, en Bretagne 6 fiches. Bon. Donc j'étais plutôt contente de voir qu'à Lille, il y avait quand même 23 fiches, donc ce qui est Versailles 2, mais c'est Versailles Architecture, Toulouse 13, etc. Donc allez, les records, c'est Belleville 36, mais bon, ils ont un super programme. Et donc 23, mais dont 12 pour les architectes. Voilà, il faut évidemment, c'est aussi parce qu'il y a les. Ouais, bon, première approche quantitative. Ensuite, j'ai interrogé mes collègues, j'ai envoyé un mail à tout le monde et je pense qu'ils étaient tous fort occupés. J'ai pas eu beaucoup de réponses. J'en ai un qui m'a répondu quand même très, très poliment qu'en fait, il ne se parlait pas du tout de ce sujet dans son atelier. Donc, bon, mais, enfin, c'était une réponse. Et finalement, les réponses les plus riches que j'ai eues, il faut reconnaître, c'est surtout des enseignants de première année, en fait. Et après, bon, mes collègues en territoire. Et voilà, Laetitia vient de nous montrer, c'est une année qui est commune, architecture et paysage. Et donc, voilà, c'est surtout là que j'ai eu des réponses des collègues. Donc, je vais vous montrer quelques exemples et puis je vais arriver vers les ateliers de projet de territoire. Donc, ici, et donc voilà, l'idée c'était de voir toutes ces approches. Donc, ici, il y a le sol comme topographie, avec ce travail qui a été fait assez, ouais, assez visible, je trouve. Enfin, ouais, visible au sens où il a été visibilisé ou, comment on dit, diffusé grâce à cette exposition qu'ils ont réalisée à Amiens. Voilà, donc je vous montrerai donc ces travaux-là où l'idée est vraiment d'inscrire le bâtiment, l'architecture dans ce contexte topographique en tout cas assez fort et aussi végétal, topographique et végétal. Et donc ça, je pense, c'est des travaux qui ont vraiment marqué les étudiants. Alors, en plus du cours dont a parlé Laetitia, j'ai trouvé aussi, enfin c'est un enseignant qui m'a envoyé ça, donc très très impliqué, qui fait un cours qui s'appelle le système sol, que j'ai découvert en fait, mais c'est un cours seulement de 2 heures et dans lequel il passe, et qui est au premier semestre, et il passe vraiment énormément d'approches, je pense, assez essentielles pour les architectes. Mais voilà, on peut se demander évidemment ceux qui vont en retenir en 2 heures, mais c'est l'idée du tout premier semestre où on leur fournit énormément de choses et après on leur dit on approfondira dans les années suivantes. Et voilà, donc un cours vraiment riche. Après, il y a la question des représentations. Un enseignant aussi qui m'a envoyé donc ce que lui montrait en cours. Donc ça, c'est pas des travaux d'étudiants de l'école, mais c'est des références, c'est des choses qu'ils voient, qu'on leur montre. Et donc cet enseignant m'écrivait qu'il insiste vraiment de travailler sur des modes de représentation où on voit le lien entre l'architecture et la fabrication, les modes constructifs, les matériaux, la structure, les usages. Et donc cet exemple ici, c'était en particulier même pour de l'agriculture périurbaine,
et où on pouvait voir aussi la fabrication, les échanges, la consommation, et il voulait montrer tout le vivant qui existe autour de cette architecture. Donc, voilà, ça, c'est des images qui sont commentées en cours, on va dire. Alors là, c'est en projet. En troisième année, ils ont un atelier de projet sur une petite échelle urbaine. Ils doivent faire un ensemble de logements. Et là, il y a un travail de dessin des sols, dessin des espaces publics qui peut être vraiment assez fin à l'échelle du pavé et de la gestion de l'eau. Ensuite, il y a, il faut le mentionner, une semaine écologie qui est organisée à l'école tous les ans maintenant. Et donc là, il y a eu la production, donc les étudiants là sont tous mélangés. Et donc là, on assiste du coup, comme, ouais, enfin, c'est un atelier, mais qui produisait ces grandes coupes où on regarde évidemment ce qui se passe en dessous. Et où aussi, ils devaient faire, alors c'est un peu petit, mais ils devaient faire des suggestions, les étudiants, pour améliorer notamment la gestion de l'eau, la relation au sol, les questions thermiques. Et donc, dans cette semaine écologie, c'est une question qui est abordée. Et enfin, en master, donc là, on arrive sur les ateliers territoires. Donc, celui de mes collègues Amélie, Frédéric, qui s'appelle la piste rurale. Donc, ça, c'est un atelier qui est qui est dans l'Avesnois. Et donc, je trouvais cet exemple ici assez parlant parce que c'était pour un village qui s'appelle Sarpoterie. Et Amélie a vraiment une approche assez vraiment manuelle, je dirais, de la fabrication du projet. Donc, les étudiants travaillent la terre crue, ils font des exercices d'enduit naturel, ils manipulent de la paille. Et donc, voilà, il y a toute une production assez physique, comme tu disais, dans le cadre de cet atelier, pour faire néanmoins des projets de territoire. Et voilà, dans les images produites, il y a évidemment les sols. Donc voilà, je pense qu'on travaille la topographie, le ruissellement. Il y a des propositions spatiales sur le végétal, etc. Il y a un atelier, il y a un TD associé aujourd'hui qui est tout nouveau, où on essaye, donc là on voit qu'il y a une lecture des types de sols et donc une lecture du territoire à partir des types de sols. Et voilà, je termine avec donc dans notre atelier, dont le travail de PFE de votre présidente Hauts-de-France. On n'arrive pas à lire, mais donc il y a beaucoup de choses sur l'agriculture, etc. Je voulais peut-être, pour dire un mot sur cet atelier, il me semble que les problématiques qu'on aborde sont effectivement des problématiques liées au sol, mais peut-être qu'on a plus de mal, je trouve, à faire des propositions spatiales qui effectivement soient du projet pour et sur le sol. Donc, problématiques liées au sol. Donc, on est sur ces territoires d'entre-villes, donc bien sûr, il y a toute la question de la sobriété foncière, de qu'est-ce qu'on fait de ces espaces ouverts, et avec plutôt l'idée dans l'atelier qu'il faut les préserver, que c'est une richesse pour cette urbanisation d'avoir ces cohabitations. Il y a une approche sur l'agricole. Donc là, je parle de l'atelier avant qu'il soit aujourd'hui, l'atelier est co-dirigé avec un paysagiste, mais là, c'est tous les travaux qui ont été faits avant, quand on n'était qu'avec des architectes, pour être correct sur le regard que je portais. Donc, néanmoins, architectes, on regardait la production agricole et avec des problématiques transfrontalières, par exemple sur le prix de l'hectare et donc les mouvements et les dysfonctionnements que ça pouvait apporter. Un gros problème de sol qu'on travaille en architecture, c'est toutes les zones d'activité, enfin les zones d'activité et donc tous ces sols extrêmement minéralisés et pollués, donc par la question du monofonctionnel, mais aussi du coup comment retravailler éventuellement déminéraliser. Il y a beaucoup de projets là-dessus. Beaucoup de questions sur l'espace public, comment le redessiner, aussi le déminéraliser, le désencombrer. Beaucoup de travaux sur ces problématiques-là. Et évidemment, la problématique de l'eau est aujourd'hui aussi, on travaille pour l'Eurométropole, le Parc Bleu. Donc, le Parc Bleu, c'est la question de l'eau. Donc, c'est devenu aussi une question très, très envisagée dans l'atelier. Après, voilà, j'ai mis quelques travaux pour vous montrer qu'on a peut-être plus de mal à les aborder, bon, même s'il y a des choses très belles graphiquement. Mais ici, c'est de la densification.
Et bon, celui-là, il est un peu pétant visuellement. On peut se demander, je ne sais pas, la pertinence des propositions, même si les problématiques, je pense, sont bien construites et bien maîtrisées par les étudiants. Et donc finalement, je termine avec cette image. Je pense que même si les projets peuvent rester assez maladroits encore, si je suis dans l'autocritique honnête, maladroits au sens de la question des sols et de savoir vraiment quoi faire, je pense qu'il y a quand même des modes d'approche dans l'atelier territoire qu'on pourrait appeler plutôt des stratégies, c'est un grand mot, mais où on essaye de travailler avec le temps en imaginant un travail progressif et de mutation progressive. On pousse les étudiants à réfléchir en système, donc à imaginer des programmes alimentaires avec des choses, par exemple, qui circulent dans le territoire, qui font du lien dans le territoire, et évidemment à travailler avec l'existant. Et donc, voilà, je pense qu'en termes de démarche, en tout cas, on a cette approche-là, même si bon, j'ai mis très peu d'images et je suis passée rapidement, je pense qu'on peut... on a encore beaucoup de progrès à faire en termes de projet. Voilà pour ce petit bilan côté archi. Merci beaucoup, Bénédicte, pour cette deuxième présentation.